Bonjour, dans cette vidéo nous allons essayer de construire ce schéma en donnant des exemples d'applications qui sont des extraits de concours et qui portent sur pas mal de techniques et de méthodes. Comme nous l'avons bien dit au départ, la première partie on va la consacrer pour l'intégration sur un segment. Pour cela, on se donne une fonction f qui est définie sur un intervalle i de r et a valeur dans r ou bien c. De plus, cette fonction-là doit être continue sur i. Alors, je vais vous présenter le premier théorème qui est fondamental dans l'analyse. C'est que la fonction f admet une unique primitive sur i s'annulant en a. Et cette fonction est définie par l'intégrale de a jusqu'à x de f. Voici le premier exemple où on applique le théorème de l'analyse fondamentale en considérant une fonction f continue sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle. De plus, cette fonction-là vérifie la condition suivante. L'intégrale de f sur 0,1 est égale à 1,5. Il est demandé ici de montrer qu'il existe un élément de 0,1 qui vérifie f de x0 est égal à x0. Et comme indication pour répondre à cette question, considérez une primitive de la fonction f de x moins x. Alors, nous allons essayer d'utiliser l'indication afin de répondre à cette question. Il demande de déterminer une primitive de f de x moins x. Et on a dans les données que la fonction continue. Alors, d'après la théorème de l'analyse fondamentale, il admet une primitive sous cette forme-là, par exemple, f de t, d de t. Une primitive de x, on peut choisir par exemple x au carré sur 2, ça c'est une primitive de x. Donc voilà, on a trouvé une primitive de f de x moins x sur 0,1. Mais comment cette fonction-là pourra nous aider à chercher une solution de l'équation f de x moins x égale à 0. Donc, on sait que f' de x est égal à f de x moins x parce que c'est normal, c'est une primitive de f de x moins x. Donc, le problème revient à résoudre l'équation est-ce qu'il y a un élément x0 pour lequel f' de x0 est égal à 0. Cherchons encore une fois dans les données. On a l'intégrale de f sur 0,1 est égal à 1,5. Automatiquement, on va penser à remplacer ici x par 1,5. Donc ça fait l'intégrale de 0 jusqu'à 1, par 1, f de t d de t, moins, je remplace par 1, ça fait moins 1,5. Donc est égal à 0, parce que l'intégrale de f sur 0,1 est égale à 1,5. Là, je peux encore une fois remarquer que si je remplace x par 0, ça fait 0 aussi. Donc ça est égal encore une fois à f de 0. Alors d'après le théorème de Rolle, il existe un élément x0 compris entre 1 et 0, tel que f' de x0 fois 1 moins 0 est égal à ça. Donc est égal à 0. Et ça, c'est exactement f de x0 moins x0. Donc c'est ça l'idée de la réponse. Et maintenant, on va essayer de la bien rédiger. On a la fonction f appartient à C0, 1. C'est-à-dire est une fonction qui est continue sur 0,1. Alors, comme la fonction f est continue sur 0,1, elle admet une primitive sur la forme à chaque x, on lui associe l'intégrale de 0 jusqu'à x, f de t, d de t. Ça, c'est une fonction primitive de la fonction f sur 0,1. D'où la fonction suivante qui est définie sur 0,1 à valeur réelle comme suivant. L'intégrale de 0 jusqu'à x, f de t, d de t, ça, c'est une primitive de f, moins x au carré sur 2. Cette fonction-là, qui est définie sur 0,1, est une primitive de f de x moins x sur 0,1.
Remarquons que f de 1 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Il suffit juste de remplacer ici par 1. Donc ça fait l'intégrale de 0 jusqu'à 1 f de t d de t moins 1 demi est égal à 0. Pourquoi? Parce que dans les données, on a l'intégrale de f sur 0,1 est égal à 1 demi. Voilà, d'après les données. Et d'autre part, f de 0, si je remplace dans l'expression de f, je trouverai que c'est égal à 0, parce que l'intégrale de 0 jusqu'à 0, c'est 0. Moins 0, ça fait 0. Est égal à 0 et est égal encore une fois à f de 1, ce qu'on a obtenu ici. Donc, nous avons f est dérivable sur 0,1. Maintenant, j'essaie de préparer les conditions afin de pouvoir utiliser le théorème de Rolle. Donc, on a la fonction f est dérivable et sa dérivée est égale à f de x moins x. Pourquoi? Parce que f majuscule est une primitive de cette fonction. Alors, d'après le théorème de Rolle, il existe un élément compris entre 0 et 1, compris entre les éléments où la fonction s'annule, tel que f' de x0 est égal à 0. Et c'est quoi f' de x0? C'est exactement f de x0 moins x0. Et sache qu'on cherche à démontrer l'existence d'un x0 tel que f de x0 est égal à x0. Donc ce qui équivaut à ce que f de x moins 0 moins x0 est égal à 0. Voici le deuxième résultat qui est aussi assez important dans ce chapitre. Lorsqu'on se donne deux fonctions u et v qui sont définies et dérivables sur g à valeur dans i, alors la fonction g définie par l'intégrale de f de u de x jusqu'à v de x, où x appartient à g, cette fonction-là est bien définie. Pourquoi? Parce que u et v ont des valeurs dans i. Et la fonction f est continue sur i. Donc, cette intégrale est bien définie. Alors, cette fonction-là qu'on vient de définir est dérivable sur g. Et pour tout x appartient à g, la dérivée de g est égale à v de x fois f de v moins u' fois f de u de x. Exemple, on considère la fonction phi définie par phi de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à sinus au carré de x, de arc sinus de racine de t, plus l'intégrale de 0 jusqu'à cosinus au carré de x, arc cosinus de racine de t d de t. Alors, la première question, on se demande est-ce que la fonction f est bien définie sur R? C'est-à-dire, est-ce que pour n'importe quel élément x dans R, l'image est bien définie, il n'y a pas de problème. La deuxième question, ou bien la deuxième partie de la question, démontrons que la fonction f est paire et p périodique. La deuxième question, il est demandé de démontrer que phi est constante. Cette fonction-là est constante pour tout x appartiennent à R. La troisième question, on déduire la valeur des intégrales suivantes. L'intégrale de 0 jusqu'à 1, arc cos racine de t, et l'intégrale de 0 jusqu'à 1, arc sinus racine de t, d de t. Pour la première question, est-ce que phi est bien défini? On remarque bien, pour calculer l'image de n'importe quel x, c'est à l'aide de l'intégrale sinus au carré. Donc, est-ce que la fonction arc sinus, arc cosinus sont bien définis sur cet intervalle-là? On sait déjà que sinus de x compris entre 0 et 1, de même cos au carré est compris entre 0 et 1. Et la fonction arc sinus est définie sur moins 1, l'intervalle moins 1, 1. De même pour arc cosinus est défini sur moins 1, 1.
Et puisque ça est positif, donc il n'y a pas de problème. On a la racine carrée, donc ce qu'on va faire rentrer là-bas doit être positif. Mais on a cos carré, les deux zéros jusqu'à sinus au carré ou bien cos au carré, il n'y a que des éléments positifs, bien sûr. Donc là, pas de problème dans l'ensemble de définition, la fonction est bien définie sur R. Paire, pour montrer qu'une fonction est paire, il faut montrer que phi de moins x est égal à phi de x. Donc, elle est claire parce que sinus au carré, sinus de moins x c'est moins sinus x, donc ça va disparaître avec le carré. Et cosinus est pair, donc cos au carré aussi est pair. Et c'est pas ça la seule condition, il faut dire quand même que R est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartienne à R, moins x appartienne à R. Il faut juste le mentionner, même s'il est hyper clair. Voilà, c'est ça comment on démontre que la fonction est paire. Et pour P périodique, bah, juste à partir de sinus au carré, cosinus au carré, il faut démontrer qu'ils sont P périodiques. C'est-à-dire, si on remplace par cos x plus P au carré, est-ce que est égal à cos au carré de x? De même, sinus x plus P au carré, ça va donner sinus x. Il faut justifier ceci pour pouvoir dire que la fonction est P périodique. Pour commencer, d'abord, la fonction sinus au carré et cos au carré, on sait qu'elles sont comprises entre 0 et 1 pour tout x appartient à R. Et comme la fonction arc sinus racine de t et arc cosinus racine de t sont continues sur 0, 1, alors, en particulier, ces fonctions sont continues sur les intervalles 0 sinus au carré et 0 cos au carré. Pourquoi? Parce que cos au carré est inférieur à 1. De même, sinus au carré. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à sinus au carré et de 0 jusqu'à cosinus au carré de arc cos et arc sinus sont bien définies. Pour tout x appartient à R. Parce que tout simplement, pour qu'une intégrale soit bien définie d'une fonction sur un segment, il faut qu'elle soit continue. Nous allons maintenant essayer de justifier la parité et la périodicité de la fonction phi. Les fonctions sinus au carré et cos au carré, on sait très bien qu'elles sont paires et périodiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour tout x appartient à R, moins x appartient à R, c'est ça la première condition pour vérifier la parité d'une fonction, est-ce qu'elle est paire ou bien impaire. Et la deuxième condition, phi de moins x est égal à phi de x. Pourquoi? Parce que sinus au carré de moins x, c'est moins sinus x, le tout au carré, donc ça fait sinus au carré de x. De même, cos de moins x, c'est cos x. Pourquoi pas? La fonction cosinus est paire, donc cos moins x au carré est égal à cos au carré. Et alors, si on remplace ici par moins x, donc sinus de moins x, c'est toujours sinus au carré de x, cos au carré de x. Donc, phi de moins x est égal à phi de x. Alors, la fonction phi est paire. Pourquoi P périodique? Ben, il suffit juste de justifier que cos de x plus P au carré est égal à cos au carré de x. De même, sinus au carré. Alors, on a cos x plus P est égal à moins cosinus de x. Parce qu'on fait, par exemple, ici, ça, c'est x. Donc, on rajoute P. C'est ça, x plus P. Donc, ça, c'est le cosinus de x, le sinus de x. Ici, on rajoute B. Donc, pour le sinus, devient moins. Et pour le cosinus, devient moins le cosinus. Et avec le carré, ça va rien changer. Donc, phi est paire et P périodique d'après le premier point et le deuxième point qu'on vient de voir. Comment on va établir que la fonction phi est constante?
Déjà, dans la première question, on a démontré que la fonction est paire. Et paire, de plus, qu'elle est P périodique. P périodique, donc il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur P. On peut choisir par exemple moins P sur 2, P sur 2. Pourquoi j'ai choisi cet intervalle? Parce que cet intervalle est de centre 0. Et à partir de ça, je peux encore une fois exploiter le fait que la fonction f est paire. Phi est paire. Donc il suffit d'étudier la fonction sur 0, P sur 2. La moitié de cet intervalle. Parce que c'est une fonction est paire. Pour démontrer que cette fonction-là est constante, ça équivaut à dire que la dérivée de f de phi est égale à 0. Quel que soit x appartienne à 0, P sur 2. Donc, nous allons essayer de calculer la dérivée, mais avant de calculer la dérivée, il faut bien justifier est-ce que la fonction phi est dérivable. Alors, il suffit de dire juste une phrase pour justifier que la fonction phi est dérivable. Il faut que la fonction cosinus et sinus au carré sont dérivables et utiliser la formule qu'on a vue dans le schéma. Premièrement, nous allons essayer de réduire l'intervalle d'étude. Comme la fonction phi est P périodique, c'est ce qu'on a démontré dans la première question, alors il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur P. Longueur P, c'est-à-dire P sur 2 moins P sur 2, ça fait P. La distance, c'est P. Alors, pourquoi j'ai bien choisi cet intervalle-là? Parce qu'il est centré par rapport à 0. Donc, on peut le réduire encore une fois. Pourquoi? Parce que la fonction phi est paire. Donc, il suffit de l'étudier sur cet intervalle-là, moins P sur 2P, inter R plus. Et ça va donner 0, P sur 2. Pour pouvoir calculer la dérivée de phi, comme nous avons vu dans le théorème, il faut justifier que les fonctions en borne sont dérivables. Et ça, c'est clair. Les fonctions cos au carré et sinus au carré sont dérivables sur notre intervalle 0P sur 2. Et donc, la fonction phi est aussi dérivable sur 0P sur 2. Calculons maintenant la dérivée de phi. Pour ce faire, on va prendre un élément de 0P sur 2. Phi' de x, d'après le théorème, est égal à v' de x arc sinus racine de v de x moins 0 fois arc sinus racine de 0. Donc on a remplacé les bornes ici, t par v de x, fois dérivée de v de x, moins la borne intérieure. La dérivée de la borne intérieure c'est 0, fois arc racine de 0. Maintenant, on dérive cette fonction-là, l'intégrale de 0 jusqu'à cos au carré à cosinus racine de t. Donc, ça fait de même u' de x, c'est-à-dire cos au carré de x, prime, fois arc cos racine de u de x, moins, on va remplacer par 0, la dérivée de 0 c'est 0, fois arc cos racine de 0. Or, on a bien la dérivée de cos au carré, sinus au carré, c'est 2 fois sinus fois cos, x, arc racine de sinus au carré, moins 2 sinus x, cos x. Maintenant, on dérive u', c'est cosinus au carré. La dérivée de cos au carré, c'est 2 fois la dérivée de cos, c'est moins sinus, fois cosinus. Donc ça fait moins 2 sinus x cos x fois arc cos racine de cos au carré. Or, on a bien que x appartient à 0 P sur 2. Et alors, on a besoin de simplifier racine de sinus au carré et racine de cos au carré. On sait que la racine au carré, c'est la valeur absolue de sinus. Comme x est donc 0P sur 2, donc sinus est positif, alors la valeur absolue de sinus x, c'est aussi sinus x parce que c'est positif.
De même pour cosinus, est aussi positif sur 0 pi sur 2. Donc racine cos au carré est égale à cos x. Voilà. On va remplacer ici par cos x, ici par sinus x. D'autre part, nous savons que la fonction arc-sinus, c'est la fonction réciproque de sinus. Donc c'est comme si on a ici f moins 1 rho f. Donc, il va rester x. De même pour arc cosinus, rho cosinus c'est x. Voilà, ça on va le remplacer par x, celui-là par x. Donc cette expression-là se répète deux fois, mais avec un moins. Donc la différence est égale à 0. C'est-à-dire phi' de x est égal à 0. Pour tout, x appartient à 0 pi sur 2. Et ça signifie que la fonction phi est constante sur 0 pi sur 2. Et comme elle est paire et p périodique, donc elle est constante sur R. Finalement, nous avions arrivé à la dernière question où il est demandé de calculer les intégrales de 0 jusqu'à 1 de arc cos racine de t et arc sinus racine de t. D'après la dernière question, nous avons démontré que la fonction est constante, c'est-à-dire tous les réels ont la même image. Alors, il suffit de juste bien choisir le x convenable ici pour avoir ici 1 au lieu de cos au carré. Donc, il suffit de remplacer par 0, x par 0. On a fait de 0, on sait que cosinus de 0 c'est 0. Donc, cette partie-là va disparaître. L'intégrale de 0 jusqu'à 0 c'est 0. Il va rester seulement la deuxième partie de 0 jusqu'à 1 arc, ainsi de suite. Arc cosinus. Et pour faire disparaître la deuxième partie et laisser seulement la première partie, on doit remplacer par un x tel que sinus de x est égal à 1. Clairement, c'est p sur 2. Phi p sur 2 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 arc sinus racine de t dt. On sait que ces deux-là sont égales parce que la fonction est constante, mais on a besoin d'un autre pour pouvoir calculer la valeur de phi. On sait que phi est constante, mais pour le moment, on ne sait pas exactement est égal à combien cette constante-là. Donc, il faut bien choisir un autre x. Il faut aussi se rappeler que arc cos racine de t plus arc sinus racine de t est égal à p sur 2. Alors nous allons essayer de choisir un x pour lequel sinus x est égal à cos x. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir ici la même borne. Ici sinus au carré la même borne et ici la même borne. Donc, on va choisir bien sûr p sur 4. Parce que sinus de p sur 4 est égal à phi, sinus cos p sur 4 est égal à racine 2 sur 2. Donc, ça fait 0 jusqu'à racine de 2 sur 2. Arc cos plus arc sin de racine de t. d de t. Et ça est égal à p sur 2. Voilà, c'est ça l'idée pour répondre à cette question. Alors, on remplace premièrement pour x égale à 0. On obtiendrait cosinus de 0, c'est 0. Et cos de 0, c'est 1. Donc, on remplace dans l'expression de phi. On trouvera que phi de 0 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 arc cosinus racine de t. Pourquoi? Parce que l'intégrale de 0 jusqu'à 0, c'est 0. Donc, ceci va disparaître. Ici, on a 1. Maintenant, on va remplacer x par p sur 2. Sinus p sur 2, cos égale à 1, cos p sur 2 égale à 0, ça on le sait. On remplace dans l'expression de phi, on trouvera que c'est égal à
l'intégrale de 0 jusqu'à 1, arc sinus racine de t. Donc la deuxième partie va disparaître parce que l'intégrale de 0 jusqu'à 0, cos p sur 2 c'est 0, donc ça fait ça 0, donc il reste seulement ceci. Maintenant, on va calculer la valeur de phi. Pour ce faire, comme j'ai dit avant, on va calculer l'image de p sur 4 par la fonction phi. Donc, nous devrions remplacer x par p sur 4. On sait que le cos p sur 4 est égal à sin p sur 4 est égal à racine 2 sur 2. Donc, cos au carré et sin au carré de p sur 4, ça fait 1 demi. Alors, phi de p sur 4, ça va nous donner de 0 jusqu'à 1 demi. N'oublions pas qu'on a ici au carré. Donc, puisqu'ils ont les mêmes bornes, ici 1 demi, ici 1 demi, 0, 0, alors on peut rassembler les termes, ça fait arc cosinus racine de t plus arc sinus racine de t. Et comme nous le savons, que arc cos x plus arc sinus x égale pi sur 2. Pour n'importe quel élément compris entre moins 1 et 1. Et on a clairement racine de t est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que t est entre 0 et 1 demi. Donc ça, on va le remplacer par p sur 2. Donc, est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, p sur 2 d de t. Une primitive de p sur 2, c'est t fois p sur 2, donc ça fait p sur 4. Et comme la fonction f est constante, alors phi de 0 est égal à phi de p sur 2, parce que la fonction est constante, les images ne changent pas, est égal à phi de p sur 4. Est égal encore une fois, on a trouvé que ça est égal à p sur 4. Donc, finalement, on a trouvé le résultat souhaité, c'est-à-dire la valeur de ces deux intégrales-là est égale exactement à p sur 4. Voici quelques d'autres résultats essentiels à savoir. Lorsqu'on aura deux fonctions f et g définies sur un segment AB à valeur dans K et qui sont continues, alors premièrement, vous pouvez dire que le module de l'intégrale de f sur AB est inférieur ou égal à l'intégrale du module de f sur AB. Donc pour faire rentrer le module à l'intérieur, on change ça en inférieur ou égal. Le deuxième résultat, si f est inférieur ou égal à g sur le segment AB, alors vous pouvez déduire que l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de g sur AB. Le troisième résultat qui est très utile dans les exercices et les concours, c'est lorsque la fonction f est positive sur AB, de plus l'intégrale de f sur AB est égale à 0, vous pouvez dire que la fonction f est nulle sur le segment AB. C'est-à-dire pour tout x appartenant à AB, f de x égale à 0. Il faut bien se rappeler de ces deux conditions. F positif plus l'intégrale de f sur AB égale à 0. Bien sûr, on suppose que A est inférieur ou égal à B. Alors, f est nécessairement nul sur AB. Troisième exemple, on se donne une fonction f définie sur un intervalle AB et on sait continuer sur AB à valeur réelle. Telle que cette fonction vérifie pour tout x appartenant à AB, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1. Et l'intégrale de f sur AB est égale à b moins a. Alors la question ici, qu'est-ce que vous pouvez dire sur f? C'est-à-dire sur les valeurs de f. Alors, essayons de bien analyser les données afin de répondre à cette question. Premièrement, on a la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1, ce qui équivaut à ce que f de x
inférieur à 1 est supérieur ou égal à moins 1 pour tout x compris entre a et b. Deuxièmement, on a l'intégrale de f sur ab est égale à b moins a. Et on peut bien remarquer que b moins a, c'est l'intégrale de b jusqu'à 1 de 1 d de x. Donc si on déplace ça dans l'autre côté, donc ça fait f de x. Alors, on aimerait utiliser le fait que la fonction 1 moins f de x est positive. Pourquoi? Parce que f de x est inférieur à 1. Donc on va déplacer ça ici. Alors, 1 moins f de x, d de x, est égal à 0. Cette fonction-là, positive, l'intégrale est égale à 0. Donc, nécessairement, cette fonction-là est nulle sur a, b, d'après le théorème qu'on a vu. Rédigeons la réponse comme il faut. Alors, on a l'intégrale de f sur ab est égale à b moins a, d'après les données. On peut bien remarquer que b moins a, c'est l'intégrale de 1 sur ab. Je vais déplacer f de x, l'intégrale de f de x dans l'autre côté. Alors ça fait l'intégrale de 1 moins f de x est égale à 0. Ça d'une part. Maintenant, je vais essayer de montrer que cette fonction-là est positive. En utilisant encore une fois le fait que la valeur absolue de f est inférieure ou égale à 1. Donc, on a la valeur absolue de f est inférieure ou égale à 1 pour tout x appartient à b, ce qui équivaut, si vous avez la valeur absolue inférieure à 1 ou bien 2 par exemple, ça équivaut à ce que a est inférieur ou égal à 2 et supérieur à moins 2. Donc, ceci équivaut f de x inférieur ou égal à 1 équivaut à f de x inférieur ou égal à 1 et supérieur à moins 1. Et donc, 1 moins f de x sera positif. Alors, on va noter ce résultat-là 2. Et celle-là, l'intégrale de cette fonction-là, 1. Donc, on a de plus la fonction 1 moins f de x continue sur ab. Alors, ce qu'on a vu d'après la dernière propriété, d'après 1, 2 et 3, on déduit que on a dans 1, l'intégrale de cette fonction est nulle. Deuxièmement, la fonction est positive. De plus, continue. Donc, nécessairement, 1 moins f de x est égal à 0 pour tout x appartient à ab. Parce qu'une fonction positive dont l'intégrale est égale à 0 et continue, nécessairement, c'est la fonction nulle. Et donc, f de x est égal à 1 pour tout x appartient à b. Dernièrement, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, le modèle de l'intégrale de conjuguée de f fois g est inférieur ou égal à l'intégrale de modèle de f au carré à la puissance n demi fois l'intégrale de g de modèle de g au carré à la puissance n demi sur a b. Exemple pour l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, on va considérer a et b de réels de telle sorte que a inférieur strictement à b. Et on va poser pour tout h appartient à e, qui est l'espace des fonctions continues de AB vers R+. Seulement, h appartient à E, ça signifie que h est une fonction qui est continue sur AB et qui a des valeurs strictement positives, c'est-à-dire les images sont strictement positives. On pose phi de h, l'image de phi par h, c'est l'intégrale de h sur AB fois l'intégrale de 1 sur h de AB. On a clairement la fonction
h a des images strictement positives, donc elle est différente de 0, pas de souci. On peut diviser par h. De plus, les fonctions sont continues, h et 1 sur h sont continues, donc l'intégrale est bien définie, la fonction phi est bien définie. Mais ce n'est pas ça la question. La question, démontrer que la fonction phi est minorée. La fonction phi est minorée, c'est-à-dire on doit montrer que les phi de h sont supérieurs à la valeur absolue, mais heureusement la fonction phi de h est positive. Pourquoi positive? Parce que la fonction 1 sur h est positive, la fonction h est positive, donc l'intégrale est positive. On doit montrer qu'elle est minorée sur E, c'est-à-dire quel que soit h appartient à E, phi de h supérieur à un nombre m et atteint sa borne inférieure. Ça signifie quoi? On a dit on doit montrer que les images phi de h sont supérieures ou égales à m, montrer que la borne inférieure est atteinte, c'est-à-dire ce m là, on doit trouver une fonction telle que l'image par phi de cette fonction, l'image de h0 est égale à m. Donc la valeur minimale est atteinte par h0. C'est ça la deuxième partie de cette question. Essayons de bien analyser les données afin de répondre à cette question. La fonction h continue, positive, donc ça nous donne que l'intégrale est bien définie et que cette fonction-là, phi de h, est positive. Pourquoi? Parce que les deux l'intégrale d'une fonction positive est positive si a inférieur à b. On a cette condition-là. Alors, comment nous pourrions démontrer que cette fonction-là est minorée? On voit clairement là qu'on a le produit de deux intégrales. Donc on va penser à utiliser les négatifs de Cauchy-Schwarz. Je suppose que j'ai deux fonctions réelles. Alors, ça est inférieur à f au carré à la puissance n demi fois l'intégrale de g au carré à la puissance n demi. Et pour que je puisse se débarrasser ce n demi là, je peux mettre le tout au carré. Donc, il reste maintenant à bien choisir la fonction f et g. On a ici une seule fonction h et on a ici un sur. Alors, nous devions associer à ce h là à la fonction f au carré et la fonction 1 sur h à la fonction g au carré. Donc, automatiquement, on va remplacer f, c'est la racine de h au carré, donc ça fait h. Et ça, 1 sur racine de h au carré. Donc, supérieur ou égal à produit f fois g. Donc, racine de h fois 1 sur racine de h. Donc, ça fait 1 a et b. Alors, cette intégrale-là est supérieure ou égale à b moins a. Voilà, c'est ça l'idée de la réponse. Pour commencer, on va prendre un élément de h et nous allons essayer de démontrer que phi de h minoré par un nombre qui soit indépendant de h. Donc, c'est-à-dire qu'on va démontrer que pour tout h, phi de h supérieur à un certain nombre. Alors, comme je l'ai déjà dit, on va utiliser Cauchy-Schwarz. Donc, on a besoin de poser f et g. On va poser f est égal à racine de h et g est égal à 1 sur racine de h. On applique la formule de Cauchy-Schwarz sur ces deux fonctions-là. Alors, on obtient l'intégrale de f fois g de a jusqu'à b au carré est inférieur ou égal à l'intégrale de f au carré fois l'intégrale de g au carré. Normalement, on l'a ici à la puissance n demi.
et ici à la puissance 1/2. Et puisqu'on l'a mis ici au carré, donc le 1/2 va disparaître. Alors, on va remplacer ici f par racine de h et g par 1 sur racine de h. Donc ça fait 1. Racine de h au carré, ça fait h. Et 1 sur racine de h au carré, ça fait 1 sur h. Donc on obtiendrait ici 1, parce qu'on a remplacé ça fois ça, ça va simplifier. Et dans l'autre côté, on a racine de h au carré, ça fait h. Et 1 sur racine de h au carré, ça fait 1 sur h. Donc voilà, on calcule cette intégrale-là. Une primitive de 1, c'est x. Donc l'intégrale, on va remplacer x par b et après x par a, donc ça fait b moins a au carré. Inférieur à phi de h, parce que ça c'est phi de h. Donc on a trouvé finalement que phi est minoré par b moins a au carré. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à démontrer que phi de h est supérieur à b moins a au carré. Mais ça, pour n'importe quel élément h de e, c'est-à-dire pour n'importe quelle fonction continue à valeur réelle strictement positive, phi de h est supérieur à b moins a. Donc, ça signifie que phi est minoré par b moins a. La deuxième partie de la question, on doit démontrer que la borne inférieure est atteinte pour phi. Mais pour le moment, on a démontré seulement qu'elle est bornée par b moins a au carré. Alors, il suffit de montrer qu'il existe une fonction telle que ça est égal à phi de f ou bien phi de h. Avec phi appartient à e. E, c'est l'ensemble des fonctions contenues sur AB à valeur non 0+. Et dont l'image par phi est égale à b moins a au carré. On rappelle phi de f, ça signifie quoi? C'est l'intégrale de f dt fois l'intégrale de 1 sur f. A, B, A, B. Ben, bien évidemment, pour qu'on puisse avoir b moins a au carré, ici, on peut remplacer seulement f, d'après ce qu'on a vu ici. On peut remplacer f par 1. Et aussi ici 1. 1 sur 1. Donc on obtiendrait 1 b moins a fois b moins a. Donc voilà, c'est ça l'idée. Alors on vient de comprendre pour démontrer que la fonction phi atteint sa borne inférieure. Il suffit de trouver une fonction f telle que l'image de f par phi est égale à b moins a au carré, c'est-à-dire est égale le minorant ou bien b moins a au carré. Alors, pour cela, on a la fonction f définie par f de x est égal à 1 pour tout x appartiennent à b et dans e. Ça signifie quoi? J'ai dit que la fonction constante 1 sur l'intervalle ab est une fonction de e, c'est-à-dire une fonction continue parce que la fonction 1 est continue. De plus, à des valeurs strictement positives. Alors, elle est dans E. Et on a phi de f est égal à l'intégrale de 1 de a jusqu'à b fois l'intégrale de 1 sur 1, ça fait 1 de a jusqu'à b. Et donc, ça fait b moins a au carré. Alors, b moins a au carré est la borne inférieure de phi et elle est atteinte pour la fonction f qui est égale à 1. Donc on a démontré à la fois que phi admet une borne inférieure. De plus, elle est atteinte pour f, la fonction constante 1. Changement de variable, intégration par partie, on sait très bien qu'ils sont très importants pour le calcul exact des intégrales. Commençons d'abord par le changement de variable. On suppose qu'on a une fonction f définie sur un intervalle g à valeur dans i
qui est de classe C1. De classe C1 sur G, c'est-à-dire phi est dérivable et dans la dérivée est aussi continue. On se donne alpha et bêta appartiennent à G. Alors, l'intégrale de f de x d de x sur phi de alpha, phi de bêta est égale, il faut bien faire attention qu'on change d de x avec phi prime fois d de t. Et on change le x avec phi de t. Et les bornes ici, on a alpha et bêta, comme on va voir dans l'exemple suivant. Intégration par partie. Si on a deux fonctions f et g définies sur un segment AB à valeur d'un k, de plus, si deux fonctions de classe C1 sur AB, alors l'intégrale de A jusqu'à B de f' fois g. Pourquoi les deux fonctions doivent être de classe C1? Parce que on a besoin que la dérivée soit continue. Donc cette fonction-là est continue et g est continue. Le produit de deux fonctions est continu, donc l'intégrale est bien définie. Cette intégrale est égale à fg, on évalue par b et a, comme vous le savez, moins l'intégrale, ici on a dérivé f, là on va dériver g. G' fois f. Dans cet exemple, on va essayer d'appliquer la formule de changement de variable et aussi celle de l'intégration par partie. Donc, on se donne deux entiers naturels, P et Q, et on pose l'intégrale qui dépend de P et de Q, définie par l'intégrale de x à la puissance P fois 1 moins x à la puissance Q d de x. On intègre sur 0, 1. La première question montrait si P appartient à n étoile, alors IPQ, c'est-à-dire cette intégrale-là, est égale à P sur Q plus 1 fois I de P moins 1 Q plus 1. C'est-à-dire I de P moins 1 Q plus 1, donc on remplace ici P par P moins 1 et ici Q par Q plus 1. Ça, c'est la première question. La deuxième, on déduit que EPQ est égal à P factoriel fois Q factoriel sur P plus Q plus 1 factoriel. La dernière question, on déduit B de PQ, qui est l'intégrale de 0 jusqu'à P sur 2, de sinus à la puissance de P plus 1 fois cos à la puissance de Q plus 1. La première question, il demande de démontrer EPQ est égal à cette formule-là. Alors, il est hyper clair qu'on va utiliser ici une intégration par partie. Puisque P change avec P moins 1, alors c'est comme si on va dériver ça, parce que la dérivée c'est P fois x à la puissance P moins 1. Donc P fois x à la puissance P moins 1, et on sait que P appartient à n étoile. Donc P moins 1 supérieur ou égal à 0. Et deuxièmement, on remarque ici que on a Q plus 1. Donc ça va changer avec Q plus 1. Donc on va trouver une primitive lorsqu'on va faire une intégration par partie. Et donc une primitive de 1 moins x. C'est 1 moins x à la puissance Q plus 1 sur Q plus 1. Et la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Donc on doit rajouter ici un moins. Bref, puisqu'on veut que la puissance de x à la puissance p diminue, donc dans notre choix de l'intégration par partie, on va choisir x à la puissance p qui est u. Et v' de x est égal à 1 moins x à la puissance q. Comme ça, lorsqu'on va chercher la primitive de v', cette puissance va augmenter de 1. Et lorsqu'on va faire la dérivée de ça, donc la puissance va descendre avec 1. Donc va devenir P moins 1. Voilà, c'est ça. Soit P appartient à n étoile, nous allons effectuer une intégration par partie, comme nous l'avons dit. Donc, on va poser
U et V'. Alors, comme nous l'avons dit, on va choisir x à la puissance p, c'est U de x. Et 1 moins x à la puissance q, c'est V' de x. Parce que lorsqu'on va faire une intégration par partie, lorsqu'on va dériver ça, la puissance va diminuer. Donc la dérivée de U, c'est P fois x à la puissance P moins 1. Et on sait que P appartient à une étoile. Et une primitive de V', c'est moins 1 moins x à la puissance Q plus 1 sur Q plus 1. Parce qu'on a 1 moins x à la puissance Q, on peut l'avoir comme f à la puissance Q, où f est égal à 1 moins x. Ben, on a une formule. Si vous avez f' fois f à la puissance n, alors une primitive de cette fonction-là, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. On suppose bien sûr que n est supérieur ou égal à 0. Voilà, on va essayer d'appliquer ça ici. Alors, on a besoin d'avoir f'. Puisque je viens de dire que f c'est 1 moins x, f' c'est moins 1. Donc, moins 1 fois moins 1. Et ce moins 1 là, c'est exactement f'. Donc, une primitive de cette fonction-là est égale à moins f à la puissance q plus 1 sur q plus 1. On applique la formule de l'intégration par partie. On déduit que l'intégrale de x à la puissance p 1 moins x à la puissance q, c'est-à-dire u fois v', est égal à uv entre 0 et 1. On a u, c'est x à la puissance p, et v, c'est moins 1 moins x à la puissance q plus 1 sur q plus 1. Moins l'intégrale de u' fois v. Toujours dans la deuxième partie de l'intégration par partie, on fait le produit de ces deux fonctions. Donc ça fait moins l'intégrale de moins p x à la puissance p moins 1, c'est-à-dire u' fois v. Alors, lorsqu'on va évaluer ici x par 1, 1 moins 1, ça fait 0. Et lorsqu'on va évaluer par 0, 0 à la puissance p, c'est 0. Donc tout ça, ça va disparaître. D'autre part, on a moins avec moins, il devient plus. Et on pourrait sortir le p et le q plus 1. Donc, ça fait plus p sur q plus 1. Je fais sortir les deux nombres fois l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x à la puissance p moins 1 fois 1 moins x à la puissance q plus 1. Et ça, c'est quoi? D'après la définition de p et q, c'est exactement p sur q plus 1 fois et p moins 1 et ici q plus 1. Donc voilà, on a répondu à la première question. On passe à la deuxième question où il demande de déterminer la valeur de IPQ. Ou bien, plus exactement, montrer que cette intégrale est égale à p factoriel fois q factoriel sur p plus q plus 1 factoriel. Alors, déjà, il y a en déduire. Donc, nécessairement, on va essayer d'utiliser la première question. Dans la première question, on a démontré que IPQ est égal à P fois sur Q plus 1 fois IP moins 1 Q plus 1. Et donc, on remarque bien, si on applique cette formule-là encore une fois sur IP moins 1 Q moins 1, donc ça va diminuer de 1. Donc, il va devenir P moins 2. Et ça va augmenter de 1. Donc, Q plus 1 plus 1, ça fait Q plus 2. Q plus 1 fois, donc
pour passer de ça à ceci, et on doit multiplier par P-1, le facteur qui était ici sur Q plus 1. Pardon, Q plus 2. Donc, ça. Voilà. On peut appliquer ce formule-là plusieurs fois. Donc, ça fait P Q plus 1 fois P moins 1 fois P moins 2, ainsi de suite, jusqu'à 1. Alors, nous l'avons appliqué combien de fois? P moins 1 fois. Pourquoi? Parce qu'on s'est arrêté à 1. Donc, déjà, parce que P moins, on va descendre jusqu'à P moins 1. P moins 1, ça fait 1. Et alors, ici, on va augmenter. Donc, Q plus 2, Q plus 3. Donc, on remarque bien que ce qui est ici, plus 1. 2, ça fait 2 plus 1. Ainsi de suite jusqu'à Q plus P moins 1 plus 1. Donc, ça fait Q plus P. Alors, ça va diminuer jusqu'à arriver à 0. Et ici, va devenir P plus Q. Est-ce qu'on peut calculer l'intégrale U0 P à la puissance P plus Q? Oui. Si P égale à 0, donc il reste seulement cette fonction-là. Et qui est facile à trouver la primitive. Et voilà. C'est ça l'idée de la question. Deuxième question. Effectuons la procédure de la première question, c'est-à-dire ceci. Combien de fois? P moins 1 fois. Donc on va l'appliquer encore une fois sur IP moins 1, ça fait P moins 2, Q plus 2, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive ici à 0. Alors, IPQ, PQ est égal P fois P moins 1 fois 1 sur Q plus 1, Q plus 2 jusqu'à Q plus P fois l'intégrale de 0, Q plus P. Donc, ça fait P fois P moins 1 fois P moins 2 jusqu'à 1, c'est exactement P factoriel. Sur Q plus 1, Q plus 2, Q plus P. Mais nous avons besoin d'arriver à ça. Qu'est-ce qu'il nous manque pour faire Q plus P factoriel? On a besoin de produire de 1 jusqu'à Q. Donc, on va le rajouter ici 1 fois 2 fois Q, mais on doit aussi multiplier ici par 1 fois 2 fois Q. C'est comme si on n'a rien fait. Alors là, oui, ça, c'est Q plus P factoriel. Et ça, c'est Q factoriel. Donc on obtient, toujours ici, c'est le même. Alors on obtient IPQ est égal à P factoriel, ça, fois Q factoriel, ceci, sur Q plus P factoriel. Et bien sûr, n'oublions pas I0 P plus Q. Calculons maintenant cette intégrale qui est facile, parce que ça est égal à 1, x à la puissance 0 c'est 1. Donc on a I0 P plus Q égale 1 moins x à la puissance P plus Q. Parce qu'il y avait x à la puissance 0 c'est 1. Et une primitive de 1 moins x à la puissance P plus Q, comme nous l'avons déjà vu, c'est 1 moins x à la puissance P plus Q plus 1, moins 1, parce que la dérivée de 1 moins x c'est moins 1, sur la puissance P plus Q plus 1. On va évaluer par 1. Si on remplace x par 1, 1 moins 1, ça fait 0, donc il ne va rien changer. Moins 1, moins encore, ce moins-là. Si je remplace par 0, donc il va rester seulement 1 à la puissance P plus Q plus 1 sur P plus Q plus 1. Voilà, j'ai trouvé finalement que ceci est égal à 1 sur P plus Q.
notre intégrale est égale à 1 sur p plus q. On remplace dans cette expression-là, on obtient u i p q est égal à p factoriel q factoriel fois p plus q plus 1. P plus q factoriel fois p plus q plus 1, c'est comme si on a rajouté 2 plus 1 sur ça. Alors ça fait p factoriel q factoriel sur p plus q factoriel. Pardon, p plus q plus 1 factoriel. Déduire finalement la valeur de cette intégrale-là de 0, p sur 2, sinus à la puissance de p plus 1, cos à la puissance de q plus 1. Bien sûr, on va utiliser ce qu'on a fait dans les précédentes questions. Mais la question, comment on va le faire? On est sûr, pour calculer l'intégrale bpq, on va faire un changement de variable afin de tomber sur l'intégrale ipq qu'on a calculé dans la question 2. Mais quel est le changement de variable adéquat afin de tomber sur EPQ? Donc, on a ici P, sinus à la puissance de P plus 1, cos à la puissance de Q plus 1. Alors ça, pour faire apparaître P, on peut l'écrire sinus au carré à la puissance P fois sinus, ce 1 là. De même, ici, cos au carré à la puissance Q fois cosinus. Donc, puisqu'on a ici x à la puissance p, donc le candidat, c'est de poser sinus au carré, c'est x. Et si on pose sinus au carré, c'est x, alors on sait déjà que cos au carré est égal à 1 moins sinus au carré, donc 1 moins x. Voilà. Et de plus, on a ici 0. Sinus de 0, c'est 0. Sinus p sur 2, c'est 1. Donc voilà, on va tomber sur l'intégrale de EPQ si on fait le changement de variable suivante. Mais ce cos-là est sin A, et sin, c'est d de t. Donc on va vérifier est-ce que ça est égal à d de x, sachant que x est égal à sinus au carré. Et on sait que la dérivée, c'est 2 fois sinus fois cosinus. Donc voilà, on va essayer de faire un changement de variable de sorte que x est égal à sinus au carré. Afin de calculer l'intégrale bpq, nous allons effectuer le changement de variable suivant. Donc on va poser x est égal à sinus au carré de t, afin de tomber sur l'intégrale ipq. Bon. Est-ce que ce changement-là vérifie les conditions pour faire un changement de variable? Les conditions sont les suivantes. Il faut que la fonction soit de classe C1 sur l'intervalle suivant 0, p sur 2. Est-ce qu'elle est bijective? Alors, on a clairement sinus au carré, c'est une fonction qui est dérivable et dont la dérivée continue, donc c'est une fonction de classe C1 sur R, et en particulier sur 0, p sur 2. De plus, cette application est une bijection de 0p sur 2 vers 0,1. Parce que l'image de 0 chez 0 et l'image de p sur 2, c'est 1. La fonction continue, sinus continue, sinus au carré continue, est croissante. Car la dérivée est égale à 2 sinus t fois cos t. Sinus et cosinus sont positifs sur 0, p sur 2. Donc cette fonction est croissante, c'est pour cela. Et bijective, une fonction croissante continue est une bijection. Et pour le d de t, on va la changer par d de x est égal à la dérivée de sinus au carré. Ça fait 2 fois sinus cos t fois d de t. Donc, on remplace dans l'intégrale. On va essayer de faire paraître notre changement de variable x afin de remplacer sinus au carré par x. Alors, ceci, ça fait sinus au carré à la puissance p.
ça fait sinus à la puissance de p, et ça, cos à la puissance de p. Donc il manque un sinus et un cosinus, on va le mettre ici. 2 fois sinus, cosinus. On a fait rentrer ce 2 là. Et on a bien cette partie-là est égale exactement à d de x. Sinus au carré, c'est x. Et cos au carré, c'est 1 moins sinus au carré. Donc, ceci, ça fait x à la puissance p, 1 moins x à la puissance q, d de x, qui est égal, encore une fois, à p factoriel, q factoriel sur p plus q plus 1 factoriel. Ce qu'on a trouvé dans la deuxième question. Il est temps pour parler finalement sur les sommes de Riemann, qui nous permet de trouver la nature de certaines séries, aussi de calculer la limite de certaines suites qui sont définies par des sommes. Alors, vous avez la limite quand n tend vers plus l'infini de b moins a sur n et fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de f de a plus k fois b moins a sur n est égale, la limite de cette suite qui est un peu compliquée, est égale tout simplement à l'intégrale de f sur a b. Alors la difficulté réside pour le choix de a et b, mais aussi pour le choix de la fonction f. Donc il faut bien choisir f, a et b pour tomber sur cette formule-là afin de calculer l'intégrale simplement de f sur ab pour déterminer la limite de cette suite-là. Exemple d'application pour les sommes de Riemann. Alors, on souhaite de déterminer la limite de la suite Gn suivante, définie pour tout n appartiennent à n étoile par 1 sur n fois le produit de k égale à 1 jusqu'à n, k plus n à la puissance 1 sur n. Alors, comme nous l'avons dit, on va essayer de prendre un élément de n étoile et écrire v de n sous la forme de l'exponentielle de quelque chose. Donc, on a ici 1 sur n exponentielle ln de ça. Parce que l'exponentielle ln de x est égal toujours à x. Alors, on n'a rien changé ici. Maintenant, on va utiliser que le fait, lorsqu'on a ln de a fois b fois c est égal à ln de a plus ln de b plus ln de c. Donc, le produit devient somme avec ln. Alors, est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, ln de k plus n à la puissance 1 sur n. Et on sait que ln de a à la puissance quelque chose, la puissance descend en bas. Alors, ce 1 sur n va descendre ici. Donc, ça fait 1 sur n fois exponentielle, la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur n, ln de k plus n. Voilà, seulement on a fait descendre le 1 sur n parce qu'on a la propriété de ln. Après, on peut sortir le 1 sur n de la somme parce qu'il ne dépend pas de k. On obtiendrait 1 sur n exponentielle fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n, ln de k plus n. N'oublions pas pour arriver à la somme de Riemann que nous avions un k sur n. Donc nous devons le faire apparaître ici. Et on a un b moins a, b moins a sur n. Donc on va essayer le maximum de faire montrer ce k sur n et aussi le b et le a. Alors afin de faire apparaître le k sur n, on va factoriser par n à l'intérieur de ln. Donc ça fait toujours les mêmes choses, sauf ici on a factorisé par n est égal encore une fois à la somme ln de n
on a le produit A fois B. Donc, est égal à ln de n plus ln de 1 plus k sur n. Qui est égal, encore une fois, à n ln de n, parce qu'on a calculé la somme de ça. La somme de k égale à 1 jusqu'à n de ln de n. ln de n est une constante par rapport à k. Donc, on l'a calculé combien de fois? De 1 jusqu'à n. n fois. ln de n plus ln de 1 plus ln de n. n fois, ça fait n ln de n. Et après, nous avons fait rentrer aussi la somme ici. Donc, est égal, la somme de k égale à 1 jusqu'à n, ln de 1 plus k sur n. Je vais simplifier par n, donc il reste ln de n. Toujours ici, je multiplie par 1 sur n, donc ça fait 1 sur n, la somme de k égale à 1 jusqu'à n, ln de 1 plus k sur n. Or, on a exponentielle de a, on va considérer ça comme un nombre a, plus b. On sait que c'est égal à exponentielle a fois exponentielle b. Donc, exponentielle ln tout seul, ça va nous donner n. Donc, ceci est égal exactement à n fois exponentielle de cette partie-là, qu'on l'a répété ici. Donc, est égal, on va simplifier, elle va rester seulement cette partie-là. Maintenant, on va essayer d'appliquer la formule de la somme de Riemann sur cette partie-là. On a 1 sur n. Donc, la plupart des fois, quand on utilise la somme de Riemann, elle est de la forme 1 sur n. Alors, automatiquement, notre b, c'est 1. Notre a, c'est 0. Voilà. On la voit ici, a. 1 moins 0, b moins 0 sur n. Donc, notre fonction, c'est celle-là. C'est ln de 1 plus x. Parce que c'est la fonction qui nous donne, si on remplace par k sur n, ça va nous donner ln de 1 plus k sur n. On a a égale à 0 et b égale à 1. La fonction f est continue sur 0, 1, donc on peut utiliser le théorème qui dit que cette somme-là, lorsque n tend vers plus l'infini, converge vers l'intégrale de ln de 1 plus x, qu'on peut calculer facilement par une intégration par partie. On trouve que est égal à 2 ln de 2 moins 1. L'intégration par partie va faire l'affaire. Voilà, finalement, on a calculé la limite de ça, de ce qui est au-dessus de l'exponentielle. Donc, on a calculé la limite de cette partie-là, on l'a trouvé qui est égale à 2 ln de 2 moins 1. Après, on va faire seulement rentrer l'exponentielle. Donc, la limite, ça fait exponentielle de ln de 2 moins 1. Et pourquoi on a le droit de faire de l'exponentielle? Parce que cette suite-là converge vers 2 ln de 2 moins 1. De plus, la fonction exponentielle est continue sur R. Donc, elle est continue en ce point-là. Et on a une suite qui converge vers ce point-là. Donc, exponentielle, la suite aussi converge vers ce nombre-là. Donc, il suffit juste d'écrire que on a cette limite parce que l'exponentielle est continue sur R. En particulier, continue en ce point-là.